pour ce grand événement qui était réuni au Stade de France. Et voilà, il y avait une vraie ferveur. Mon seul regret, après coup, mais c'est tant pis pour moi, bon après je travaillais, j'aurais bien aimé être au stade, j'étais en studio, mais voilà, j'ai vécu avec les potes à la radio un moment particulier, mais après c'est pareil, un peu comme dans la prépa de vendredi, il faut surtout pas être définitif. On a vu de belles choses mardi soir, mais il ne faut pas qu'on commence à parler de matchs de référence, de nouvel état d'esprit, d'une équipe qui est née. Voilà, on attend confirmation et moi j'aimerais qu'ils aient en fait le comportement qu'ils ont eu mardi à chaque fois. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu choqué, Nicolas, dans l'avant-match mardi, c'était de les entendre dire on va mouiller le maillot, ça va être un combat, ça va être la vie à la mort. Et quand on porte le maillot de l'équipe de France, selon moi, ça doit toujours être dans cet état d'esprit qu'on aborde la rencontre. Justement, tu vois, il y a Zlatan Ibrahimovic qui a parlé de Aïna aujourd'hui, dans les communes de QG, il a été élu joueur de l'année, et il disait que lui ne comprenait pas l'action de l'équipe de France, qui était politique, et il disait que pour lui c'était un honneur de porter le maillot, qu'il n'aurait jamais fait la grève, et qu'il ne comprenait pas ce genre d'attitude. Donc, comme quoi l'amour du maillot était toujours là. Je ne sais pas si c'est lié vraiment à l'amour du maillot. J'ai envie de croire quand même que les joueurs de l'équipe de France, dès qu'ils portent la tunique bleu, blanc, rouge, se disent que quand même ça va au-delà d'un simple maillot de foot. J'en doute quand même aujourd'hui. Moi, je pense en fait que nos joueurs font une trop grande fixation sur ce qui peut se dire dans la presse. Alors parfois c'est très dur ce qui est dit dans la presse française, mais je pense que sincèrement chez nous c'est le monde des bisounours. Je pense qu'aujourd'hui nos joueurs n'ont pas à se plaindre. Je pense que si on va en Italie, si on va en Allemagne, si on va en Angleterre, si on va en Espagne, si on lit la presse spécialisée, on peut se rendre compte que là, les critiques sont beaucoup plus dures. Chez nous, vraiment, c'est le monde des bisounours autour de l'équipe de France de foot. Ils ne se rendent pas compte. Et je pense que souvent, ils font une fixation autour de ça. Moi, je me rappelle de Patrick Evra à la Coupe du Monde, qui était à la recherche de la top, qui avait donné des informations au journalisme. C'est mal connaître le mode de fonctionnement de la presse en France. Après, en effet, parfois, sur la thématique de l'amour du maillot, moi, je me pose des questions, mais j'ai aussi l'impression que c'est un phénomène de société aujourd'hui où voilà, il y a beaucoup d'argent dans le foot et parfois chez certains ça fait la différence dans des choix de carrière et on oublie le maillot de club pour qui on défend les couleurs et le maillot de la sélection aussi pour qui on doit tout donner en fait. Justement, tu parlais de la presse étrangère qui était dure. Aujourd'hui, la Gazzetta dello Sport a été dure avec Marco Verratti, en disant qu'il ne pouvait pas figurer dans la liste de Cesare Prandelli parmi les 23. Tu penses que c'est une objection bien vue ou pas? De ne pas le voir dans une future liste de N3? Oui. Bah, j'avoue, bon, j'avais pas trop suivi ces dernières heures là, mais je suis un peu surpris quand même de voir qu'il n'est pas dans cette liste. Après, bon, c'est peut-être juste sur le moment, mais je pense que si Marco Verratti confirme dans les semaines à venir ses performances avec le Paris Saint-Germain, moi je vois pas pourquoi il ne serait pas dans la liste de Prandelli. Après, je ne sais pas ce qu'a pu dire Prandelli pour justifier peut-être ses choix du moment. Il a peut-être de bonnes raisons, il a peut-être envie d'associer d'autres joueurs, mais moi, sur ce que je vois aujourd'hui des performances de Marco Verratti, c'est un joueur qui a beaucoup progressé, qui a surtout progressé mentalement, qui a gagné en maturité. C'est quelqu'un qui est, selon moi, à l'écoute de ses coachs par rapport à ce qu'il donne sur le terrain. Il a simplifié son jeu. Et moi, je suis pas inquiet pour lui. Je pense que ce sera peut-être une des grandes découvertes de la prochaine Coupe du Monde pour le grand public du football mondial, parce que chez nous, on s'est déjà rendu compte que c'est un milieu relayeur qui était devenu quasiment indispensable cette saison au Paris Saint-Germain, alors que c'était peut-être pas forcément le cas la saison dernière. Oui. Une attitude de Zlatan Ibrahimovic te fait peur ou tu penses que c'est un compétiteur, il est capable d'évacuer rapidement? On a vu notamment des sourires sur son visage. Aujourd'hui, il va faire des consoles à ses coéquipiers. Tu penses à un coup de mou de Zlatan Ibrahimovic ou pas? Après la non-qualification? Oui, avec la non-qualification. Ah ouais, je pense que ça pourrait être un peu délicat peut-être dans les jours à venir, les semaines à venir, mais
C'est vrai que c'est une période peut-être qui est un peu moins intense pour le Paris Saint-Germain, même si ce serait bien de confirmer assez vite pour eux le leadership. Je pense que là, bon, ils ont quand même un point assez intéressant. Je pense qu'ils doivent être de 4 ou 5 points avec Monaco, je l'ai vu en tête. Mais ouais, je pense que c'était un objectif pour lui de participer à la prochaine Coupe du Monde. Je pense que là, ça risque d'être un petit peu compliqué dans les semaines à venir. Mais après, il ne faut pas oublier voilà, que c'est un compétiteur. Il l'a encore rappelé dans les dernières interviews. Il a bien senti ces derniers temps que c'était important pour lui de rester au Paris Saint-Germain parce qu'il y avait une équipe compétitive qui s'était montée pour briller en Ligue des Champions. Donc je pense qu'à partir de février, si c'est dans les jours à venir, Zlatan est un petit peu moins bien, on retrouvera forcément le vrai Zlatan dans la deuxième partie de saison. Et peut-être que ce sera compliqué pour lui sur une fin de championnat si le PSG venait à pas se qualifier pour les moments les plus chauds de la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il va passer par des phases de décompression, de remotivation. Mais c'est vrai que pour un tel joueur manquer la Coupe du Monde, c'est forcément une énorme déception. Surtout qu'il avait fait le nécessaire quasiment pour revenir dans la course dans ce barrage face aux Portugais en marquant 2 buts. Mais bon, sur sa route, il y avait un certain Cristiano Ronaldo. Donc malheureusement, c'est pas chose facile. Justement, dans le PSG, tu vois ces déplacements donc à Reims, qui reste un mauvais souvenir pour le Paris Saint-Germain, puisque c'est sa dernière défaite. Et ça a été aussi la clé du départ de Carlo Ancelotti. Tu penses que le Paris Saint-Germain est aujourd'hui à l'aube d'un traquenard, ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ça peut être, comment dire, une possibilité d'exorciser ce souvenir? Je vois pas le Paris Saint-Germain tomber dans un traquenard sur ce coup. Je pense que là, ils sont vraiment très solides. Mais bon, après, les mauvais souvenirs peuvent refaire surface. Mais moi, j'y crois pas trop parce que là, vraiment, aujourd'hui, j'ai la sensation que cette équipe, elle a une marge de sécurité. Après, le défaut du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, même si on l'a rarement vu, c'est de prendre son adversaire de haut. Il y aurait cette thématique-là qui pourrait leur poser problème. Le fait de sentir peut-être un petit peu démobilisé parce que dans quelques jours, il y a le match face à Olympiakos pour définitivement assurer la qualification et pourquoi pas la première place en Ligue des Champions. Et puis peut-être aussi le retour des internationaux, sachant que là beaucoup n'étaient pas là pour travailler ensemble, mais je me rappelle encore de Laurent Blanc il y a quelques semaines sur un déplacement à Bordeaux. Il avait été privé de nombreux internationaux, il avait monté une équipe un petit peu à la dernière minute avec des joueurs qui étaient rentrés la veille d'Amérique du Sud, et finalement il s'était imposé assez aisément à Bordeaux. Donc je pense qu'il n'y a pas de règles, on peut s'attendre à tout, mais moi je ne crois pas à la phase de décompression. Je te parlais surtout du PSG de Traquenard parce que c'est la seule équipe qui a battu les gros cette année, en faisant tomber l'OM, en faisant match nul contre Monaco. Monaco aujourd'hui est un petit peu mou, mais c'était dans ce sens-là que je te parlais, c'était pas un traquenard, parce qu'on va arriver dans un terrain qui n'est pas très praticable, on va dire, en ces temps de saison. Donc c'était dans ce sens-là. Je vais pas prendre le terme de champ de patate, mais... Non, c'est pas respectueux pour nos amis rémois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une vraie ligue de foot. Reims, c'est un endroit, comme disent les puristes, qui pue le football. Voilà. Si vous avez l'occasion un jour d'aller voir un match à Reims, sincèrement, ce serait une bonne idée de votre part. Parce que voilà, c'est vraiment un endroit où c'est bon aller regarder un match de foot. Donc en effet, ça peut peut-être déstabiliser les Parisiens. Tu parles d'un terrain, un peu champ de patate. Là, je t'avoue que je suis pas allé dernièrement sur cette pelouse pour avoir un véritable jugement. Je n'y crois pas trop. Non, ouais, peut-être que l'ambiance, la proximité des supporters pourrait peut-être déstabiliser les Parisiens, mais ils en ont vu d'autres dernièrement. Après, l'équipe rémoise, c'est pas forcément une équipe qui est là pour mettre le pied. C'est pas une équipe méchante. C'est une équipe qui aime aussi jouer au ballon. Donc je pense que passer peut-être un premier quart d'heure où il y aura peut-être de l'euphorie avec des supporters qui les porteront avec une vraie proximité des fans de Reims, voilà, passer ce premier quart d'heure, ça devrait pouvoir bien se passer pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai que ça avait été compliqué dans des belles ambiances dernièrement, ça avait été le cas en Grèce, où la première mi-temps avait été compliquée face à Olympiakos ou à Saint-Etienne, hein, où ils avaient failli chuter, mais par Reims, je pense que les Parisiens doivent éviter absolument la mauvaise sensation ce week-end. Enfin, moi, j'y crois pas trop à la mauvaise sensation.
Et ce qu'on ressent cette saison, c'est un peu la gagne, c'est cette mentalité de compétiteur qu'on n'avait pas avant dans le club. Je pense que tu suis assez longtemps pour le savoir. Et je pense pas que c'est la grande force du Paris Saint-Germain aujourd'hui, hormis une saison d'individualité. Mais en fait, l'envie, la haine de la défaite, voilà, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Ouais, c'est clair que les choses ont évolué. Ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est un peu Ancelotti qui a posé les bases de ce qui se passe aujourd'hui. Il a réussi à construire cette équipe. Sa présence a permis d'attirer plusieurs stars internationales, plusieurs stars mondiales comme Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. Derrière, les petits jeunes comme Lucas qui ont mis s'intégrer. Là, Leslie est arrivé et il a commencé à monter une équipe. Il a d'abord, pour moi, caricaturé, il a d'abord travaillé la base défensive qui ne plaisait pas forcément aux Qataris. Et puis ensuite, avec Laurent Blanc, au départ, on avait beaucoup de doutes. On se disait, avec Laurent Blanc, ça passera pas. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à manager les joueurs de l'équipe de France lors de l'Euro. Alors comment il pourrait s'imposer dans un vestiaire de stars? Et puis finalement, c'est passé tout seul. Et cette équipe aujourd'hui, elle développe un jeu très séduisant, notamment en France. Et moi, en fait, je suis curieux, je suis impatient de les voir très vite se frotter aux plus gros calibres européens, parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. Parce qu'en Ligue 1, on se rend compte que ces gars-là prennent énormément de plaisir à jouer comme ça. Ils adorent avoir le ballon, ils adorent maîtriser la possession, ils adorent déstabiliser l'adversaire, et on sent qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits. Donc, il y a vraiment des choses qui plaisent aujourd'hui, et ces mecs-là, au-delà de leur talent, aujourd'hui, ils sont en pleine confiance, parce qu'ils développent un football avec beaucoup de réussite. Et forcément, je pense que ça impressionne encore plus l'adversaire. C'était déjà le cas la saison dernière sur les ordres de Carlo Ancelotti. Mais aujourd'hui, avec la volonté de Laurent Blanc d'aller de l'avant et de gagner le match de la possession du ballon, et on se rend compte que ces gars-là ont pris... Enfin, l'équipe a pris une dimension encore plus importante. Mais nous, on pense aussi que c'est la présence de Thiago Motta, qui est aussi... qui n'était pas là beaucoup la semaine dernière. On l'a vu quand on avait Thiago Motta dans les périodes de novembre-décembre, on avait vu une équipe qui commençait à dégager, un jeu séduisant, tout ça. Et après, son absence a pêché un peu le jeu, d'où le jeu du contre-attaque. Et tu ne penses pas que c'est Thiago Motta vraiment qui est le maître à jouer de cette équipe? Si, je suis d'accord. Pour moi, c'est lui le boss. Moi, je me rappelle, c'était donc l'année dernière, à la même époque. Paris avait eu des soucis, ça avait été compliqué pour Ancelotti. Et avant cette période un petit peu compliquée où il avait fallu s'arracher pour décrocher la qualif face à Porto, moi, je me rappelle qu'on avait eu des débats sur l'antenne d'RTL où on évoquait l'importance de Thiago Silva. En fait, tu te rends compte que c'est le chef d'orchestre, c'est lui le big boss. C'est lui qui imprime le tempo. C'est un joueur qui touche énormément de ballons. Et à chaque fois qu'il était là, le jeu du PSG était beaucoup plus fluide et tu sentais qu'il y avait de la sérénité en fait dans le 11 titulaire. Et aujourd'hui, il est là beaucoup plus souvent et donc on se rend compte de son importance. Après, forcément, tu vois beaucoup plus Verratti, on parle beaucoup plus des attaquants parce que ce sont les mecs qui mettent les ballons au fond. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à ne pas assez mettre le point à signaler l'importance de Thiago Motta. Et en effet, je pense que je serais curieux de voir évoluer cette équipe sans lui, même si c'est ce que je ne souhaite pas à Laurent Blanc. Mais oui, voilà, c'est vraiment lui le boss. Un petit peu comme l'avait été là sur le match des Bleus Cabaye face à l'Ukraine. Sans Thiago Motta, je pense que le Paris Saint-Germain n'aurait pas le même visage aujourd'hui. Oui, donc c'est un peu la force du 4-3-3, sinon on serait obligé de se remettre en 4-4-2. Bah ouais, je suis tout à fait d'accord, parce que le 4-3-3 aujourd'hui permet d'être compact au milieu de terrain. Bon, après, il faut forcément des milieux offensifs qui ne rechignent pas à la tâche défensive, mais ce système-là aussi permet d'utiliser au maximum les qualités offensives et physiques que possèdent en fait Matuidi et Verratti. Verratti, tu te rends compte que c'est un très beau manieur de ballon, et dès qu'il va vers l'avant, il sait trouver des solutions, il est très inspiré, et Matuidi, c'est aussi un joueur qui progresse beaucoup. Moi, il me fait penser dans sa manière de jouer, même si c'est encore loin de ce niveau-là. Il me fait penser à Patrick Vieira, on l'a vu en équipe de France aussi avec Pogba, il était très à l'aise dans ce rôle-là.
voilà, il aime bien apporter du soutien offensif, même si c'est pas le plus grand des techniciens au Paris Saint-Germain, mais bon, c'est quand même un joueur qui est important. Et c'est vrai qu'il est libéré par la présence de Thiago Motta. Et je prends toujours en exemple l'équipe de France, où on avait vu Matuidi et Pogba qui jouaient à plat devant la défense lors du match aller. Voilà, ça n'avait pas fonctionné. Et on le voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très à la mode, donc qui pourrait redevenir à la mode en équipe de France, mais qui est surtout en place au Paris Saint-Germain, avec des choses qui sont bien liées, parce que quand tu te retrouves avec ce triangle dans ton entrejeu, il te faut absolument beaucoup de présence dans les couloirs avec les latéraux et les milieux offensifs qui ne doivent pas hésiter à venir apporter défensivement. Mais ce système est aussi, fait aussi des victimes comme Javier Pastore. On a vu que sur le côté gauche, il n'était pas percutant, mais quand on arrive à le remettre derrière les deux attaquants, comme on a fait contre Nice, il est capable de faire cette passe de l'extérieur magique en quelque sorte. Mais c'est là où je trouve que le management de Laurent Blanc est super important. C'est-à-dire que Javier Pastore, on le critique depuis de longues semaines parce qu'on trouve qu'il ne s'investit pas au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'il ne réussisse pas à s'intégrer parce que bon, Paris est quand même une ville lumière, on le rappelle. Il est entouré de joueurs qui parlent sa langue. Donc, en termes d'intégration, on a toujours dit que c'était compliqué pour lui, mais ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, après, il peut y avoir des soucis et ça se respecte. Mais c'est vrai que dans le jeu, là, Laurent Blanc l'a relancé tranquillement, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas précipité avec lui. Il a laissé revenir, il l'a mis par petites touches, il l'a fait rentrer sur des fins de match où le Paris Saint-Germain avait le contrôle de la rencontre, et comme tu l'as dit, il a adapté son système à Pastore. Et c'est là où Laurent Blanc, pour moi, marque encore des points. Parce que dans un schéma qui était en 4-3-3, en intégrant Pastore, il est repassé à 2 défensifs, et il a donné la liberté d'un numéro 10 à Pastore. Alors après, on attend de voir ça sur la longueur. Mais moi j'aime cette théorie du management. Alors, j'espère que pour Laurent Blanc, ça va se poursuivre. C'est-à-dire que voilà, il sait que Pastore, sa meilleure position, c'est de jouer un peu libéré derrière un attaquant de pointe. Et ben voilà, il adapte son système de jeu et il ne lui impose pas d'aller jouer dans un couloir. Alors j'espère que ça va durer et j'espère qu'il n'y aura pas de problème d'ego dans les prochaines semaines pour lui permettre de continuer à gérer son effectif. Ceux qui ne demandent pas à Lucas Moura, où ils demandent de manger la ligne, et on l'a vu que des fois c'était bénéfique, comme on l'a vu contre Nice, où il a fait la passe décisive à Ibra. Mais lui, il disait dernièrement qu'il était, comment dire, libre au Brésil d'évoluer comme il voulait, et que là, on lui impose d'être sur le côté droit. Tu penses que ce joueur, il est encore un peu jeune, c'est-à-dire qu'il faut encore un peu de temps d'adaptation, parce qu'on sait qu'avec les Brésiliens, c'est pas si simple, même si on voit qu'aujourd'hui Neymar, il arrive à s'adapter au FC Barcelone. Tu penses que ce joueur n'a pas été trop surcoté ou on a un peu... Moi, je suis déçu. Ouais, je pense qu'on peut dire surcoté. Après, je pense que si des clubs comme Manchester United étaient sur son recrutement à l'époque où le PSG l'a séduit, ce n'est pas pour rien. Après, on voit, c'est un magnifique joueur. C'est un joueur de rupture, c'est un joueur qui provoque, c'est un joueur qui fait des différences. Mais j'ai l'impression, un petit peu comme à l'image de Marco Verratti, que, pour parler vulgairement, il n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il a encore besoin de grandir, d'écouter ses entraîneurs. Je me demande en fait si lui fait toutes les choses pour être le meilleur au très haut niveau. Moi, je suis très frustré en fait parce que je m'attendais à avoir un joueur brésilien flamboyant qui allait faire des différences. Et en fait, là, à part, en effet, on l'a vu sur les derniers matchs, il a montré de belles choses, mais sur la première partie de saison, quand il était à la première partie d'année, quand il est arrivé à Paris, pour moi, dans mon esprit, il n'y avait que le match de Valence. Alors après, il ne faut pas se précipiter avec les Brésiliens. On sait toujours que c'est compliqué, on a toujours l'exemple de Rai, où c'est difficile de s'imposer. Donc voilà, bon, soyons un petit peu patients. Il est jeune. Peut-être que lui, il a besoin d'un peu plus de temps pour s'intégrer, mais bon, d'après ce qu'on me raconte, c'est pas aussi un exemple de préparation en dehors. Voilà, il aime un petit peu la fête, il aime la vie parisienne, donc je pense qu'il a besoin d'être recadré, et je me demande en fait si c'est pas une volonté du staff de lui imposer comme ça des choses, notamment de jouer dans un couloir pour lui montrer qu'en fait, c'est pas lui le patron, et que le jour où il aura bien compris toutes les règles, eh bien peut-être qu'on lui donnera plus de liberté. Alors après, peut-être qu'en effet, ouais, pourquoi pas, on pourrait le dans un rôle où il laisse un petit peu plus de liberté, où il pourrait permuter, venir dans l'axe, ou même permuter à l'opposé. Pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que le staff, pour l'instant,
a surtout envie qu'il devienne un vrai joueur de foot professionnel, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Mais c'est vrai que c'est quand même une déception, mais un peu comme quand on va de l'équipe de France, faut pas être définitif parce que il montre vraiment de super choses. C'est vraiment un super joueur dans la provoque, dans les dribbles. Donc il faut être patient avec lui. L'avantage qu'à Paris, c'est qu'il y a un effectif qui permet de faire tourner, donc de garder tous les joueurs sous pression. Mais voilà, il y a toujours cette histoire d'ego à gérer. Mais justement, la piqûre de rappel de la CDSAO peut comment dire, le remettre droit dans le droit chemin. Puisque là, il a perdu sa place avec l'équipe du Brésil. Il dit qu'il veut revenir, il veut s'imposer. Je veux dire, pour tout Brésilien, on a envie de disputer la Coupe du Monde au Brésil. Je pense que ça peut être aussi pas un genre de bâton, mais une piqûre vraiment de rappel en disant voilà, faut que tu sois à ton meilleur niveau, c'est qu'il n'y aura pas quoi. Ah mais ça c'est clair que c'est peut-être la meilleure des choses qui puisse arriver au Paris Saint-Germain sur le dossier Lucas. C'est-à-dire qu'il est en train de se rendre compte que il peut tout perdre. Il était arrivé au Paris Saint-Germain comme une espèce de Messi où limite il était titulaire dès son arrivée, où on l'avait présenté comme un joueur qui allait faire toutes les différences, qui allait enchaîner pas décisif sur pas décisif et but sur but. Ça n'a jamais été le cas. Et puis voilà, pour lui, c'est la glissade là vers les bas-fonds du football, mais tu sens que c'est un peu compliqué. Et forcément, ça s'enchaîne. Il n'est plus un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, donc forcément, les Brésiliens le voient moins, et dans cette sélection, il y a énormément de monde, donc tu en viens à perdre ta place. Et aujourd'hui, donc, il en vient peut-être à ne pas aller à la Coupe du Monde. Donc moi, je pense que finalement, c'est peut-être la meilleure des choses qui puisse lui arriver, et donc arriver au Paris Saint-Germain. Je pense que là, il a pris une belle claque. Et voilà, s'il a commis des erreurs, j'espère qu'il va apprendre de ses erreurs et qu'il va se remettre sur le droit chemin. Et ça donnera une solution supplémentaire à Laurent Blanc. Alors après, la question est de savoir s'il faut le cantonner vraiment à ce couloir ou s'il faut lui donner plus de liberté. Je pense que ça, là aussi, je suis curieux de voir comment Laurent Blanc va se comporter avec lui. Et aussi, si on reste dans le couloir, on peut prendre le couloir il y a Ezequiel Lavezzi. Il est capable de se donner sur le terrain, ça, il n'y a pas de problème. L'histoire de mouiller le maillot pour un supporter, on adore ça. Mais le souci, c'est que soit il en fait trop, soit il n'est pas efficace de mon but. Et Laurent Blanc a dit dernièrement qu'il voyait que son équipe ne marquait pas assez de buts par rapport au nombre d'occasions qui se concrétisaient. Donc, qu'est-ce qui se passerait avec ce joueur? On sait que c'est un joueur qui aime aussi Paris, qui aime kiffer son entour. Ça, on le sait très bien, pour pas trop dire, c'est un fêtard. Mais il a aussi cette possibilité de percuter, d'apporter le plus sur ce côté gauche. Ouais, c'est clair que moi, j'étais vraiment... moi, c'est un peu une déception, ça. Moi, j'avais pas cette image-là d'Ezequiel Lavezzi. Et c'est vrai que devant le but, je le trouve brouillon, maladroit, comme si, en fait... ça n'avait jamais été sa qualité. C'est comme le gars, tu mets milieu de terrain, tu mets défenseur et qui un jour se retrouve devant le gardien, et que ce soit au très haut niveau ou au plus bas des niveaux, il arrive devant le gardien, il perd ses moyens, il ne sait plus quoi faire. Soit il panique ou il a perdu en lucidité. Ezequiel l'avait dit, c'est ça. Et moi, ça me déçoit terriblement, parce que j'ai l'impression que les semaines se suivent et en fait, elles se ressemblent en fait. Alors, l'avantage aujourd'hui, c'est que le PSG a recruté Cavani. Donc, quand Ibrahimovic est un peu moins en forme, tu sais que tu as Cavani et qu'en gros, tu as deux buteurs vedettes. La saison précédente, on attendait beaucoup plus de Lavezzi et on aurait aimé qu'il marque plus de buts. Aujourd'hui, on parle moins de son inefficacité parce que le PSG enchaîne but sur but. Donc, aujourd'hui, l'avantage peut-être pour Lavezzi, c'est que ça lui enlève un petit peu de responsabilité. Mais c'est clair que j'espère que c'est quelque chose qui travaille à l'entraînement. Parce que moi, je m'attendais pas à le voir aussi maladroit devant le but. Et ça a quand même été une déception. Alors après, en effet, c'est le mec qui mouille le maillot, comme tu disais, qui donne l'exemple. Et je pense que pour les supporters, c'est super important. Mais on attend plus. On attend plus de lui parce que je pense qu'à un moment dans la saison, il y aura des opportunités qui seront sûrement très importantes pour le Paris Saint-Germain parce que ça peut être un ballon qui traîne, un ballon important à mettre au fond et qui peut te permettre de te qualifier pour un quart ou une demi de Ligue des Champions. Mais tu parles comme le but qu'il a marqué contre Nantes. Comment? Quand tu parles de Renard de surface, c'est comme le but qu'il a marqué contre Nantes. Je l'ai pas en tête ce but.
Ah. Il était comment au début? C'était un ballon qui traînait dans la surface, il l'a repris, et voilà quoi. Donc, mais à chaque fois, il y a toujours cette inefficacité qui agresse finalement et qui cache sa prestation du match, quoi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister. Je pense que de toute façon, on peut faire confiance à Laurent Blanc et à tout se passe. Je pense qu'ils insistent là-dessus avec lui, parce que à un moment dans la saison, ce sera très important. Aujourd'hui, ça fait partie des moins et ça n'a pas eu une influence énorme sur le rendement du Paris Saint-Germain, mais à un moment, ce sera peut-être décisif. Justement, on parlait de Thiago Motta qui était une dorsale au milieu. En attaque, personnellement, on a vu une différence quand Cavani n'est pas là, puisqu'il est capable d'attaquer comme de travail défensif, il est super important en effectif. Tout le monde s'inquiétait de savoir s'il doit être à droite, s'il doit être en pointe. On a vu encore avec la sélection qu'il était capable de beaucoup de choses en étant à droite. Tu penses, selon vous, que c'est sa bonne position ou comme tout le monde aimerait le voir en pointe avec Liban? Moi aussi, j'aimerais le voir en pointe. Mais au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, le système, il est fait pour un seul avant-centre. Et Zlatan, aujourd'hui, il est juste incroyable. Le luxe au Paris Saint-Germain, c'est qu'aujourd'hui, tu peux jouer avec Ibrahimovic neuf ou avec Cavani en neuf. Mais bon, les associer à la pointe de l'attaque, aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Donc, moi, ce que je trouve très fort, et c'est là où je suis fan de Cavani, c'est que ce mec est un exemple. Il est un exemple pour tous les jeunes, parce que il est arrivé, il a coûté plus de 60 millions d'euros au Paris Saint-Germain, c'était une star à Naples, c'est une star dans son pays, et on arrive et on lui dit, tu vois Coco, il y a Zlatan, il est neuf, donc tu vas jouer, on va pas te mettre à côté de Zlatan, on va te mettre sur le côté. Et comme en sélection, le gars joue pour ses potes. C'est un exemple d'abnégation. C'est l'exemple du footballeur qui est hyper talentueux et qui n'a pas d'ego. Souvent, de toute façon, les joueurs les plus talentueux sont les joueurs qui n'ont pas le melon. Et lui, il n'a pas le melon. Après, je ne le connais pas personnellement. Peut-être qu'il est totalement différemment dans la vie. Mais ça, je suis sûr que non. Parce qu'il a toujours accepté. Et je pense que c'est pas le genre de gars qui va taper à la porte du bureau de Laurent Blanc pour lui dire « Non, mais c'est bon, moi, j'en peux plus jouer dans le couloir. » Je pense qu'il prend du plaisir. Et puis après, nous, on le voit sur des compos, on se dit « On joue dans le couloir. » Après, on le voit ici un petit peu partout sur le front de l'attaque. Il n'hésite pas à se balader. Mais là où il est très important, c'est qu'il n'oublie pas ses tâches défensives. Et moi, je suis toujours marqué quand je le vois revenir quasiment au poste de latéral droit pour apporter son soutien, pour venir défendre dans la surface. Voilà. C'est vraiment l'exemple du joueur star qui se fond dans le moule du collectif et qui fait que ça se passe bien pour lui. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'il doit être adoré par ses coéquipiers. De toute façon, il est en classement des buteurs. Il fait partie du top 5 avec Zlatan. Mais c'est vrai qu'il y a une petite part de frustration. Mais bon, c'est aussi ça le foot. C'est d'avoir des gars qui sont capables de temps en temps faire des petits sacrifices. Et puis parfois, je pense que Laurent Blanc lui rend bien parce que dernièrement, il l'avait aligné seul à la pointe de l'attaque quand Zlatan était légèrement souffrant. Donc voilà, il sait que c'est pas définitif et que de toute façon, dans la saison, il aura des opportunités aussi pour jouer neuf. Là, ce qui est top, c'est qu'il n'y a pas de problème d'ego avec ce gars-là et respect à Cavani. Respect. Je voudrais revenir un peu à l'équipe de France. On a hier Mamadou Sakho aujourd'hui. Pour beaucoup de supporters, on trouve qu'on en fait un peu trop, puisque nous on se souvient à peu près de tout ce qui s'est passé. On pense que c'est... certes, il a fait le bon choix d'aller à Liverpool. Aujourd'hui, il a sauvé en quelque sorte l'équipe de France, mais bon, l'histoire aurait pu s'écrire autrement. Quel sentiment vous avez sur Mamadou Sakho? Est-ce qu'il a fait une erreur ou est-ce que en fait, le fait qu'il ne soit plus au PSG aujourd'hui avec tout ce qui se passe, c'est un bien? Moi, c'est ce que je vois, parce que s'il est revenu dans l'état d'esprit où il est aujourd'hui, où il est le grand sauveur de la nation, tout ça, non, mais je trouve qu'on en fait un peu trop, mais bon, ça c'est... En fait, oui, ouais, là on est dans l'excès, là, depuis mardi, on est dans l'excès, mais moi, Sakho, il m'a fait vibrer. Moi, là, il m'a fait rêver cette semaine, parce qu'il m'a donné des émotions que j'avais pas connues depuis des années. Et là où j'ai aimé en fait son comportement,
c'est que, en fait, son attitude, elle a été en phase avec ses propos. Bon, les propos, ils étaient durs, hein, des joueurs d'équipe de France entre les deux matchs, on va être des guerriers, c'est à la vie, à la mort, ça va, c'est que du ballon, on va se défendre un peu. Il a fait des paroles aux actes. Ouais, exactement, ouais. Et moi, j'ai adoré ça. Après, on sait tous que, techniquement, il est un peu plus limité par rapport à d'autres. Mais moi, il me fait penser un peu à Lilian Thuram, en fait. Et Lilian Thuram, d'ailleurs, lui a bien rendu le compliment. Moi, c'est un joueur que j'apprécie parce que, voilà, il lâche rien. Il connaît ses limites. Il connaît aussi ses qualités. Et il a joué, mardi soir, par exemple, il a joué sur ses qualités. Et il a saisi une opportunité. Et en fait, Mamadou Sakho, alors ouais, ce sera jamais le plus grand défenseur central de la planète. Mais en fait, c'est un mec qui a dit mercredi qu'il avait osé parler dans le vestiaire de l'équipe de France. Et en fait, parfois dans une équipe, tu as besoin de gars qui vont transcender leurs coéquipiers. Et je pense en fait, alors peut-être que je me trompe, mais je pense que Mamadou Sakho, il a ça en lui. Et son attitude, en fait, elle peut être un exemple pour les autres. Je pense qu'au Paris Saint-Germain, ça a été le cas pendant plusieurs années. Là, avec l'arrivée de nombreux joueurs étrangers, c'était devenu difficile. Et je pense que lui, ce qu'il n'a surtout pas aimé, ce sont les propos de Thiago Silva, qui avait clairement dit, voilà, moi, je préfère jouer avec Alex à mes côtés. Et il faut aussi ne pas oublier que Thiago Silva, il a poussé les dirigeants parisiens pour recruter Marquinhos à la Roma. Donc tout ça, notre bon Mamadou Sakho, il le sait. Donc au bout d'un moment, moi, je peux comprendre qui s'est plus senti aimé, pas par les dirigeants, pas par les supporters, mais il a plus senti la confiance de ses coéquipiers les plus proches, ceux avec qui il allait devoir jouer en défense centrale. Et moi, je trouve, alors c'était super risqué de partir à Liverpool, parce qu'au départ, il est arrivé, il n'était pas en terrain conquis. Ça va mieux aujourd'hui, il va devoir encore montrer des choses, mais moi, j'ai envie, sur Mamadou Sakho, j'ai envie de m'emballer, et j'ai envie de croire dans l'idée que ça pourrait être un des futurs patrons mentaux de l'équipe de France. Moi, j'aimerais bien qu'il confirme dans les semaines à venir et qu'il devienne en fait un membre incontournable du duo avec Varane. J'aimerais bien en fait. Je rêve que cette charnière-là, elle puisse s'imposer dans les années à venir en équipe de France. Parce qu'en fait, c'était un peu le doux rêve de Laurent Blanc avant l'Euro, les mois qui avaient précédé l'Euro, où il pensait à ces deux joueurs-là pour les imposer en équipe de France. Parce qu'au final, on a deux profils complémentaires. On a Varane qui a le profil un petit peu du libéro à l'ancienne, qui regarde le jeu un peu de loin, qui prend un peu de recul, qui est très bon dans la relance. Et Sakho, pour caricaturer, qui est plus le rôle de stopper et qui va être dur sur l'homme. Et voilà, et qui a un mental de champion et qui peut être là pour mutiler une bonne zone. Voilà, j'ai envie d'y croire et j'aimerais bien pouvoir m'emballer et te dire dans 6 mois, ce mec-là, il va devenir un des patrons de l'équipe de France. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut qu'on a un capitaine transparent en équipe de France qui s'appelle Hugo Lloris. Et bien, si tout va bien, je sais pas, dans un an, le brassard, on le donnera peut-être à Mamadou Sakho. Oui, je suis d'accord avec ça, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne doit pas avoir de regret aujourd'hui. Quand on voit on ne doit pas avoir de regret, nous, les Parisiens. Ah ben non, mais malheureusement, là, je pense que malheureusement... Non, mais vous subissez. Moi, je pense qu'en gros, on ne connaît pas toute la sauce interne. Je pense. Alors ouais, après, tu as envie... Moi, je me rappelle d'une période où on dit voilà, il y a un peu de concurrence, il décide de s'en aller. Mais bon, finalement, il est arrivé à Liverpool, il y avait de la concurrence aussi, et il s'est imposé dans la défense centrale. Bon, ça demande encore confirmation. Mais je me dis quelque part, j'ai envie de le croire quand il dit que les dés étaient pipés au bout d'un certain moment au PSG. Oui, surtout qu'on ne comprenait pas, parce qu'après, on a eu des blessures de Thiago Silva, on a eu des blessures de Alex, dont on a dû faire jouer Camara, qui est exceptionnel, à me dire, qui est un élément aussi indispensable du vestiaire du Paris Saint-Germain. Il fait un rôle exceptionnel. Mais c'est vrai que, quelque part, aujourd'hui, il y a un sentiment de regret vis-à-vis de la prestation qu'il a montrée, parce qu'on aime bien tout ce qui est guerrier, tout ce qui est... voilà. Et ça, il ne montrait plus à un moment donné à Paris. Donc c'est ça qu'on aurait pu faire quelque part. Et peut-être qu'il ne se sentait plus en confiance, en fait, parce que finalement, quand on est footballeur, on peut avoir la technique la plus impressionnante du monde. Si on n'a plus la confiance, si on n'est pas bien dans ses baskets, tu perds très vite ton football. Et je pense qu'au bout d'un moment, il ne se sentait plus vraiment chez lui, en fait. Il ne se sentait plus à l'aise et je pense qu'il avait dû perdre certains repères.
Et que voilà, lui il s'est dit bah, c'est peut-être peut-être la fin d'une histoire, peut-être qu'il reviendra un jour, j'en sais rien, hein, peut-être que... Mais voilà, enfin, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que ce mec-là, il a pari au plus profond de lui et que je pense que ça a dû être un crève-cœur pour lui de quitter la capitale. Mais c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, sincèrement, parce qu'on était inquiet sur la défense quand on voit plusieurs matchs. Et là, de savoir qu'il y a Varane et Sakho qui arrivent, moi personnellement, ça me donne des envies d'y croire aussi. Ben ouais, c'est clair que ces deux-là ont un super potentiel. Il ne faut pas qu'on oublie que Varane, dernièrement, il a défendu comme un chef sur Messi, et que Sakho, il a montré aussi de belles choses dans sa carrière. Alors après, toujours pareil, c'est ce qu'on disait en introduction, faut pas qu'on s'emballe, mais on a envie d'y croire, on a envie de se dire, putain, ce serait bon de les installer, ces deux-là, ce serait bon d'installer le trio Cabaye, Pogba, Matuidi, ce serait bon de continuer à faire confiance à Valbuena dans notre jeu. Voilà, il y a eu de belles choses mardi, mais après, voilà, on connaît le foot, hein, les blessures, les méformes, les histoires de confiance font que tout ça, ça peut vite basculer. En fait, c'est un équilibre qui est tellement fragile que, puis voilà, pour le championnat de l'équipe de France, c'est au mois de mars, donc aujourd'hui, on évoque certains cas. Comment seront Varane, Sakho, Cabaye, Matuidi et Pogba au mois de mars, on n'en sait rien. Et c'est ce qui fait quelque part un petit peu la beauté de ce sport. Mais bon, quand tu es sélectionneur comme disait Deschamps, tous les week-ends, tu dois croiser les doigts en te disant j'espère que je vais pas récupérer un mec blessé en fait. Donc c'est assez stressant parce que c'est compliqué de travailler dans la continuité en fait. Justement, quand on voit la gestion des hommes, la gestion des égos que fait aujourd'hui Laurent Blanc et la confiance qu'il a maintenant dans les conférences de presse, on ne peut pas se dire que Laurent Blanc a le poste de sélectionneur un peu trop tôt. Je pense que tu as raison. Je pense que c'était peut-être un petit peu trop rapide pour lui. Après, moi, j'ai quand même un souci avec les derniers sélectionneurs de l'équipe de France. Même si là, on s'est qualifié. Tu te retrouves avec un sélectionneur de Deschamps. Après, c'est la limite du vivier français. C'est-à-dire qu'à certains postes, il n'y a pas de profondeur de banc. On a des mecs qui ont commis quelques écarts et qui ont toujours été remis dans le groupe. Moi, je pense à Nafri. C'était le cas avec Blanc. C'était le cas avec Deschamps. Je pense à Evra. Il y en a forcément d'autres. Je pense à Menez, qui a toujours eu aussi sa chance malgré ses erreurs, et heureusement pour lui. Et je pense que Laurent Blanc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que l'équipe de France est venue peut-être un petit peu trop tôt, mais finalement, je me demande, pour son bien au Paris Saint-Germain, si l'équipe de France n'est pas venue au meilleur des moments, parce qu'il a pris une bonne claque dans la tête, avec les égos de ces pseudo-stars là, du football français. Et il est arrivé au Paris Saint-Germain et je pense qu'il a dû dire je ne veux surtout pas commettre les mêmes erreurs. Alors peut-être que s'il avait eu le Paris Saint-Germain avant d'avoir l'équipe de France, il aurait commis des erreurs. Mais au final, moi je pense qu'il a grandi et c'est ce qui est le plus important. Et peut-être qu'il le regrettera et puis peut-être qu'un jour il reviendra à la tête de cette équipe de France, on n'en sait rien. Mais bon après, voilà, pour l'instant tout se passe bien au Paris Saint-Germain et il en est l'un des responsables. Espérons qu'il n'aura pas à vivre de mauvais moments dans les semaines à venir. Mais voilà, on attend encore de voir. Là aussi, il ne faut pas s'emballer parce que ce qui va être important pour les supporters du PSG, c'est de gagner quelque chose. Cette saison, il faut être champion de France à nouveau et il faut surtout aller au-delà des quarts de finale de la Ligue des Champions parce qu'après, on le sait, ce sera forcément un mauvais résultat si le PSG ne fait pas un quart de finale. Et sur qui on tombera les premiers? On tombera sur Laurent Blanc, même s'il aura imposé sa touche avec un jeu offensif qui, pour l'instant, serait séduisant. Donc là aussi, il faut qu'on fasse gaffe à ne pas s'emballer et qu'on attende de voir comment ça va se passer, surtout en février, parce que ce sera le moment chaud. Ce sera là où on saura vraiment ce que cette équipe a dans le ventre. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand je parlais de ça, c'était juste dans le fait qu'aujourd'hui, il a retrouvé le fait de s'occuper des hommes beaucoup plus. Il a l'air de connaître ses hommes. Il sait à peu près qui comptait. On a dit tout à l'heure la gestion de Pastore, dans la gestion aussi de Jérémy Ménez. On sent qu'il a trouvé ce costume de patron. Après, il y a aussi le fait où lui, il n'a rien à perdre, puisqu'il a été là, comment dire, on dit souvent par défaut, mais quelque part, on a trouvé un entraîneur qui a envie, pas un entraîneur qui a un ego. Il est là aujourd'hui pour prendre vraiment tout, comment dire, profiter du moment.
même si ça a été un an ou 2 ans. Et c'est ça aussi que moi j'aime aujourd'hui dans le club. C'est clair qu'aujourd'hui, lui, il est beaucoup moins sous pression. Ça, c'est une certitude. Et comme tu le dis, il se prend moins la tête. Et, il se dit, si ça s'arrête au mois de juin, ça s'arrêtera au mois de juin. Mais l'avantage qu'il a par rapport à, moi je pense, l'avantage qu'il a par rapport à l'équipe de France, c'est que dans son vestiaire, il a des joueurs qui sont de vrais professionnels, qui sont de vrais messieurs. Voilà, il n'a pas besoin de tout le temps faire le flic dans son vestiaire parce qu'il sait très bien qu'il y a des gars qui en imposent et que les petites têtes de con, pour parler vulgairement, la ramèneront pas parce qu'elles seront forcément très très vite remises en place. Dernier exemple en date, ça a été Jérémy Ménez qui n'avait pas accepté une décision du coach. Hop, il a été sanctionné le week-end. Et un peu à l'instar de ce qui se passe dans les grands clubs étrangers, c'est l'identité du club qui prend le dessus sur l'ego du joueur. Et à Paris, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Finalement, le cas Ménez, il a été réglé en 3 jours. Il y a quelques temps, ça aurait fait le buzz dans la presse, ça aurait duré une semaine, le joueur, il aurait balancé sur son entraîneur dans les médias. Voilà. Et aujourd'hui, ça a été bien géré parce que la communication déjà est beaucoup plus cadenassée. Et Jérémy Ménez sait très bien qu'il faut à ce moment-là qu'il la joue profil bas parce que sinon il va se retrouver sur le banc et il ne reviendra jamais et il perdra définitivement sa place au PSG et en équipe de France. Donc, je pense que le vestiaire permet aussi à Laurent Blanc d'imposer ses méthodes et d'imposer quelque chose de beaucoup plus professionnel à ses joueurs. Enfin, à ceux qui ont du mal à se mettre dans le moule. Mais c'était super cette discussion avec vous, Simon Charlet. Avec plaisir. On va vous laisser aller à votre match. Juste un petit pronostic pour demain. Un petit pronostic pour demain. Une victoire du PSG demain. Ou 2-0. Voilà. Passez nos amitiés à Michel Pellegrino et toute votre équipe, Christophe Paco et tout le monde. On vous retrouve le soir, notamment de 20h à 22h, c'est ça? Exactement, 20h la semaine prochaine, dès lundi avec Michel Pellegrino et si tout va bien, je vais faire une petite promo. On aura Johan Cabaye avec nous lundi prochain à 20h. Voilà. On espère bientôt parler avec Mamadou Sakho. Justement, un petit clin d'œil, est-ce que vous pouvez lui parler d'un éventuel intérêt du PSG, sachant que Laurent Blanc a toujours été en pince pour ce joueur et on lui en reparlera. Voilà. C'est peut-être le futur remplaçant de Thiago Motta. Voilà, c'est pour ça que je ne pas fou. Justement, je lui poserai la question. Voilà. Je n'hésiterai pas. On vous souhaite un bon match. Merci beaucoup. Et merci pour votre disponibilité et votre gentillesse. Et c'était un plaisir. J'espère qu'on pourra recommencer avec grand plaisir. Et à très bientôt. Bonne continuation à vous tous et bonne soirée à tous. Oui, c'est bien. Ok. Oui, c'est bon, merci. C'est bon? Merci, c'est gentil. Bon, parfait. Nickel. C'était bien sympa. Oui, bonne soirée à vous et puis bon match. Merci encore, Sylvain. Avec plaisir, quand vous voulez. Et avec essayer de faire un petit peu de publicité aussi pour notre petite web radio, au Ville Lumière, juste au Ville Lumière, donc c'est Paris, en fait. D'accord. Et ça marche, pas de soucis, comptez sur moi. Merci beaucoup. Merci Bon, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas. Merci beaucoup, à bientôt, c'est très gentil. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bon voilà, c'était une super échange avec Simon Charlet. Oui, attends, je vais couper vite fait l'enregistrement.